présenter. Donc, Alexandre Hyacinthe, moi je suis animateur à l'Art des Arts Rhône-Alpes, qui est une grosse Art des Arts, on est 5 salariés actuellement. Du coup, moi je travaille exclusivement sur les semences paysannes, donc les céréales à la paille et le maïs, et une petite partie aussi sur la biodiversité animale et la sélection paysanne, mais un petit travail qui démarre un peu similaire à ce qui a pu se faire sur les végétaux, mais on n'est pas à ce stade encore. Voilà. Et je vais essayer d'être clair et pédagogique, vu les retours de la journée d'hier. Je ne sais pas si je vais y arriver, on verra. Du coup, oui, l'idée c'était de prendre une heure pour... moi j'ai pas vu les interventions d'hier, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de redites, mais de prendre une heure pour parler un peu de sélection paysanne, mais actuelle, de voir ce qui existe depuis 10 ans comme forme de sélection par les paysans et les paysannes, et puis avec des partenaires de manière collaborative, et notamment des partenaires de la recherche. Et comme exemple, moi ce que je connais le mieux, puis l'exemple qui a été, à mon avis, le plus significatif jusqu'à présent au niveau du réseau semences paysannes, donc c'est l'exemple du blé et du travail de sélection qu'il y a à la fois sur le terrain dans différentes associations et le programme national de sélection en partenariat avec principalement une équipe de recherche de l'INRA du Mont. Donc je partirai de cet exemple-là, puisque notamment sur d'autres exemples, il y a un certain nombre de plantes où je ne serais pas du tout assez calé pour en parler, notamment les plantes pérennes ou les potagères. Et du coup, pour commencer, ce qui est important, donc avant de parler vraiment de partenariat avec la recherche, de sélection collaborative, etc., c'est de voir un peu d'où ce travail il est né et ce qu'il y a eu en amont de programmes de sélection protocolaire, on va dire, proprement parler. Et donc ça, c'est le travail de terrain qui a existé en amont depuis déjà pas mal d'années un peu partout. Et moi, de ce que j'en connais, une nouvelle fois, c'est par le créneau de l'Art des Arts en Rhône-Alpes, avec des objectifs de départ bien spécifiques. Donc ça, c'est important à avoir en tête pour comprendre après comment ça peut se poser, ces programmes de sélection, et comment ça peut s'articuler. C'est de bien voir les objectifs paysans qu'il y avait à la base. Et en l'occurrence, je pense que c'est pas forcément le cas dans toutes les structures qui travaillent sur des variétés paysannes. Nous, il y avait vraiment deux axes conjoints et deux axes tout aussi importants. Le premier, c'était c'était un besoin réel sur le terrain de trouver des variétés adaptées, parce qu'il n'y avait pas adaptées et adaptables à des contextes et des pratiques spécifiques, en l'occurrence pour beaucoup en bio, et en tout cas dans un contexte d'agriculture paysanne, donc au minimum à faible intrant, et dans des contextes de cultures particuliers qui existent notamment en région Rhône-Alpes, qui sont très très variés, puisqu'il y a des gens qui cultivent du blé à 1200 mètres d'altitude. Et le deuxième axe, qui est tout aussi important et pas à laisser de côté, c'était de s'autonomiser sur la production de semences elle-même et le développement des variétés. C'est-à-dire, d'une part, il y avait un besoin concret, technique, de variétés adaptées à un contexte agricole spécifique, mais d'autre part, il y avait ce souhait de s'autonomiser, de créer soi-même ces variétés et de s'autonomiser sur la production de semences pour des questions d'autonomie économique, décisionnelle, technique. Et ça, le déclencheur, ça a été les OGM dans les années 2000, comme de manière plus large, pas que l'Art des Arts, mais de dire, voilà, si on s'oriente vers ce modèle-là, il faut à tout prix que dès maintenant on retrouve les savoir-faire qui nous permettent d'être autonomes là-dessus. Et le petit point supplémentaire dans cet axe-là, qui est pareil, qui est peut-être symbolique, mais pas si symbolique que ça, c'est que c'était aussi un moyen économique de plus participer, même si ça leur fait pas
pour des entreprises qui ont 20% de dividendes par an, ça leur fait pas non plus un gros choc, mais en tout cas de plus participer financièrement sur les fermes à l'effort de recherche en biotechnologie d'Imalgrin, Bayer et les autres. De se rendre capable de faire ces semences, ça permet de ne plus rien leur donner comme argent, donc de plus les financer pour développer leur programme. En gros, ces axes-là, ils étaient vraiment les deux aussi importants. Et ça, c'est bien de l'avoir en tête, parce que toutes les pratiques après de sélection qui vont en découler, elles découlent de ces objectifs-là. Elles viennent répondre à ces objectifs-là. Donc voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Et du coup, avant de faire de la sélection à proprement parler, en tout cas si de la sélection à proprement parler, mais peut-être pas de la sélection collaborative dans des grands groupes de travail, la première chose qui s'est faite un peu partout sur le blé comme sur d'autres espèces, donc ça c'est une collection qui n'est pas du tout en Rhône-Alpes d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui travaille avec nous. C'est la première étape pour la sélection paysanne, et ça, quelles que ce soit les espèces, c'est de trouver de la diversité, donc trouver des ressources génétiques pour dire un peu des gros mots, et puis brasser cette diversité. Et du coup, ça c'est ce qui se fait aussi dans tout un tas de réseaux, et qui s'est fait aussi en amont du programme de sélection sur les blés dont je vais parler ensuite. C'est d'aller chercher des blés là où ils étaient, donc dans des centres de ressources génétiques comme à l'INRA, mais pas que. Il y a quand même encore dans ces 10 dernières années un certain nombre de choses pour les céréales. C'est beaucoup plus vrai pour les plantes pérennes, c'est beaucoup moins vrai pour certaines espèces, mais qui ont été retrouvées dans les champs, quoi, qui étaient encore cultivées. Et puis de la tester et de l'échanger, de l'observer, et de pouvoir voilà, avoir un peu des retours sur ces variétés, comprendre ce qu'elles donnent sur les fermes, comment elles évoluent, etc. Donc ça c'est la première étape. Et cette première étape, bah, ça a fait prendre conscience que c'est essentiel et indispensable que cette étape-là, elle soit collective, et que du coup ce travail il soit collectif. C'est indispensable même d'un point de vue purement agronomique et technique, puisque en faisant circuler ces semences et en les testant dans des contextes différents, on a vu comme c'était des populations qu'elles s'adaptaient, et qu'elles évoluaient, et qu'elles n'exprimaient pas les mêmes potentiels suivant le contexte dans lequel elles étaient cultivées. Donc ça permet d'exprimer des potentiels différents et de brasser encore une fois cette diversité. Après, avant qu'il y ait ce travail, on va dire, avec la recherche plus formelle, à la limite, pour caricaturer un peu, on pourrait se contenter de ça, d'un travail de terrain, de brassage de la diversité. Il y a des gens qui, en faisant ce travail-là, de simplement tester des variétés, je vous montrerai après ça. De tester ces variétés, de constituer des mélanges, qui ont trouvé en fait des choses qui conviennent tout à fait à leur contexte, à leur mode de production et aussi derrière à leurs besoins économiques, qui sont dans notre cas des circuits de valorisation quand même entre guillemets pas faciles, mais en tout cas bien valorisés, quoi, de pain distribués dans des circuits locaux, donc des besoins de rendement qui ne sont pas ceux que peuvent avoir d'autres fermes dans d'autres régions et d'autres contextes économiques. Mais donc voilà, il y a des gens qui peuvent tout à fait se contenter de ça et qui font déjà pas mal de boulot simplement en mettant en place des collections comme on voit là. Et ensuite en constituant, donc ça c'était l'axe principal chez nous qui s'est fait, de constituer des mélanges dynamiques, donc on appelle ça, pour le cas du blé, c'est-à-dire des mélanges qui peuvent contenir jusqu'à 60-100 variétés et qui chaque année, bah voilà, on va prendre dans cette collection, dire bah celui-là il a bien marché, je le multiplie,
je le remets dans mon mélange. Et ça permet, c'est une réponse directe. On est déjà dans la sélection paysanne très concrètement, parce que c'était des gens qui pour beaucoup étaient dans des contextes assez spécifiques où ils avaient des écarts de rendement quand même significatifs. Ils pouvaient avoir des très bonnes années et des très mauvaises. Et en faisant ce travail-là, ils ont réussi petit à petit à avoir un équilibre où chaque année, ils ne vont pas avoir des rendements vraiment très conséquents, mais par contre, ils vont avoir un rendement, une régularité sur plusieurs années, puisque certaines variétés vont mieux se comporter une année sèche, d'autres une année humide. Et donc ce travail-là, ça a permis vraiment une adaptation à des aléas climatiques qui sont permanents maintenant. Et du coup, c'est en trouvant cette hétérogénéité-là que ça a permis un peu une résilience, donc une adaptation au contexte, et puis une régularité dans la production. Donc ça, tout ce travail-là, toute cette partie-là, c'est de la sélection paysanne, tout simplement, on va dire, qui s'est organisée d'abord sur les fermes, et qui ailleurs peut s'organiser de cette manière-là, sur les fermes, avec simplement des gens qui sont en contact de manière volontaire pour échanger des variétés. Et puis ça s'est fait de manière un peu plus facile en ayant du temps d'animation, comme c'est le cas à l'Ardéar, comme c'est le cas pour d'autres. Mais du temps d'animation, voilà, qui, comme son nom l'indique, sert vraiment à simplement animer le groupe et coordonner des échanges, mettre en place des journées, etc. Mais où tout le travail technique, agronomique, de sélection, il reste sur les fermes. C'est le cas, je pourrais détailler plus tard si on a le temps, mais c'est le cas du fonctionnement à l'Ardéar. Les semences, moi j'ai pas de stock de semences dans mon bureau, ni dans un autre local. Les lots de semences ne passent pas par la structure. C'est les paysans et paysannes directement qui échangent entre eux des semences. Et ça, c'est un choix vraiment du groupe pour que ce travail il reste sur les fermes, à tel point qu'il reste sur les fermes et pas dans le bureau par exemple. C'est-à-dire que s'il y a un échange de semences, il ne peut pas se faire sans échange de savoir-faire, de connaissances paysannes de ce sujet. Et donc cette organisation-là, ça permet ça. Donc comme je disais, il y a des gens qui se contentent un peu de ce travail-là, de sélection paysanne locale et d'arriver à des variétés qui conviennent à leur circuit de production. Donc là, c'est quelques exemples. Sur la gauche, c'est une image un petit peu démago où vous avez un champ de mélange dynamique justement sur la droite, et sur la gauche, c'est un blé moderne. Voilà. Et le reste, c'est des images de ce qu'on peut mettre en place avec le maïs. C'était simplement pour l'évoquer. Je pourrais parler de ce qui se fait sur le maïs population. C'est aussi de la sélection paysanne qui s'est fait de manière assez différente, dans un fonctionnement assez différent. On pourra y revenir après. Et puis au-dessus, c'est du pain, parce qu'on fait aussi de la recherche sur les qualités organoleptiques, donc notamment les qualités sensorielles des pains issus des blés qui sont sélectionnés sur les fermes. Mais je vais y revenir. Donc voilà, ça c'est un mélange dynamique. Donc là, en gros, on en est à ce stade-là. Donc ça peut se pérenniser longtemps, quoi. C'est-à-dire de brasser de la diversité, observer, sélectionner, et puis petit à petit intégrer ce travail-là dans la production. Avec un peu plus de moyens, beaucoup de réseaux se sont mis à faire ça, c'est-à-dire de travailler aussi de manière plus coordonnée avec du temps de travail salarié pour le faire. Et du coup, ça permet une meilleure communication de ce travail vis-à-vis de l'extérieur, plus d'énergie et de temps humain pour faire ce travail-là.
et puis pour coordonner un peu un travail qui est difficile à coordonner quand on est déjà à la fois sur une activité agricole en tant que telle et sur la partie sélection, conservation, sélection, etc. qui prend quand même, qui peut prendre du temps conséquent, surtout parce que, pas surtout, mais aussi parce que souvent les gens, quand, je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont au courant, quand les gens mettent le nez dedans, en général, ils n'arrivent plus trop à en sortir et ils prennent goût assez rapidement. Et donc après, en fait, j'en viens à la sélection collaborative. Je vais revenir pourquoi on appelle ça comme ça. Mais il y a eu un besoin, à un moment donné, que ce travail-là, on a fait beaucoup d'observations, brasser beaucoup de diversité, beaucoup de choses qui étaient concluantes, mais en même temps, il y avait le souhait d'un certain nombre de personnes de pouvoir à la fois valider ce travail qui était fait, le valider de manière institutionnelle et scientifique, et puis avoir une reconnaissance pour ce travail-là, que c'était une solution réelle aux besoins sur les fermes en variété adaptée. Et puis aussi de ne pas forcément se priver d'outils et de méthodes issus du monde scientifique, qui n'étaient pas forcément à jeter en bloc, quoi, que ça pouvait apporter des éléments de compréhension du travail qu'on faisait. Et puis aussi des populations elles-mêmes, avec des chercheurs qui ont des outils scientifiques qui permettent, des outils quantitatifs, certain nombre de choses qui permettent de valider ou d'invalider des hypothèses et de conforter ce travail en apportant d'autres éléments que ni nous, animateurs, ni paysans et paysannes ne produisent, a priori. Et du coup, de pouvoir compléter ça. Et en gros, les objectifs de ce travail-là, c'était à la fois pour l'exemple du blé, de comprendre, mais c'est vrai pour d'autres espèces, de comprendre le comportement des populations dans les champs. C'est ça, ramener ces outils scientifiques en se disant, on a observé un certain nombre de choses, on a fait des choix en fonction, on a un certain nombre de choses qui fonctionnent dans les champs. Par contre, il y a des éléments qu'on voudrait observer et qu'on voudrait pouvoir analyser sur le comportement des populations, notamment sur les questions d'adaptation, de dire, pour prendre un exemple réel, si je sélectionne mes plants qui ne sont pas versés, mes pieds de blé qui ne sont pas versés, si je récupère la semence que sur ce qui n'est pas versé, est-ce que l'année prochaine j'aurai une population qui ne verse pas? Voilà, c'est des cas très concrets comme ça, où les outils scientifiques étaient potentiellement intéressants pour répondre à ces questions-là. Ensuite, la deuxième chose, c'était de pouvoir réfléchir à nos modes d'organisation en intégrant d'autres acteurs avec des approches différentes, et puis aussi en intégrant des chercheurs, donc pas que en génétique quantitative, mais aussi en sciences sociales, où ça permet d'avoir un regard extérieur et puis une réflexivité un peu sur la façon dont on travaille, et d'avoir des retours différents, donc réfléchir au fur et à mesure à comment on s'organise. Et puis après, les deux autres enjeux derrière, c'était concrètement mettre en place des programmes de recherche, c'est-à-dire de mettre en place une méthodologie qui fonctionne, des outils qui permettent à tout ça de fonctionner, répondre à nos hypothèses, etc. Ça permet de le mettre en place, de montrer que c'est possible de travailler d'une manière collaborative entre la recherche, des groupes de paysans, d'autres acteurs. Et puis, ça permet cette mise en place, l'idée en tout cas, c'est aussi de pouvoir faire reconnaître ce travail-là et ces choix-là, de les faire reconnaître par le monde scientifique. Alors ça, c'est un choix qui potentiellement est discutable, qui a été discuté, je pense, dans nos réseaux notamment,
mais qu'une reconnaissance, le postulat, c'est de dire qu'une reconnaissance scientifique de ce travail-là, ça permet une reconnaissance institutionnelle et politique derrière, quoi, qui est nécessaire. Donc là-dessus, voilà, il peut y avoir débat. Il y a des gens qui considèrent, je disais, qui restent dans une étape de sélection paysanne à 100% et qui considèrent que les outils scientifiques les intéressent pas et que par conséquent une reconnaissance scientifique, politique, institutionnelle les intéresse pas non plus. Il y a des gens qui peuvent être dans cette démarche-là, mais là, en tout cas, ce travail que je présente, l'idée était bien là de dire que si on a des résultats scientifiques qui valident ce qu'on fait, ça permet derrière aussi une reconnaissance dont on a besoin. Et donc là, depuis tout à l'heure, je parle de sélection collaborative. C'est un peu, voilà, en fonction de ces objectifs-là, on parle de sélection collaborative, même si on a longtemps parlé de sélection participative. Alors ça peut être simplement un jeu de langage, mais pas tant que ça. C'est que derrière le terme de sélection participative, de recherche participative, de démocratie participative, et j'en passe, il y a quand même l'idée de base qu'il y a des gens qui décident et d'autres qui participent, quoi. Donc, je vous demande votre avis, mais c'est simplement pour le principe. Et au niveau agricole et au niveau de la sélection, ce type de participatif existe, c'est-à-dire des chercheurs qui font leur travail, qui ont leurs objectifs, qui font leur postulat de recherche et qui simplement trouvent des parcelles pour mettre des essais et faire participer des paysans à ce travail-là. Ça existe notamment dans les pays du Sud. Ça existe aussi plus localement dans la profession agricole, entre guillemets. Et là, ce travail-là, moi, dont je parle là, le travail qui a eu lieu avec le réseau Semences Paysannes et ses membres et des équipes de recherche, il ne part pas du tout de ce postulat-là. L'idée, c'est vraiment qu'il y a des chercheurs qui arrivent, eux, effectivement, avec leurs objectifs, c'est-à-dire de répondre à des hypothèses de recherche, des hypothèses scientifiques, faire de la génétique des populations. Voilà, ils ont leurs questions de recherche à eux et leurs propositions. Mais en face, il y a des paysans qui, sur leur ferme, ont des objectifs de sélection, des objectifs de production, et qui collectivement sont dans des organisations paysannes qui ont des paysannes et qui peuvent intégrer aussi des gens autres, des jardiniers, etc., qui ont, eux, des formes d'organisation, des bases de fonctionnement qui sont claires et des objectifs collectifs aussi qui sont clairs. Et du coup, tout ça s'est mis en lien. Et l'idée, c'est de voir, voilà, vous avez vos objectifs, nous on a les nôtres. Est-ce que ça colle? Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour y répondre à ces différents objectifs-là? Et pour travailler ensemble de manière collaborative, c'est-à-dire entre guillemets de manière horizontale, où chacun arrive avec ses outils, sa vision et ses besoins, et puisse repartir avec des réponses qui sont adaptées à ceux qui venaient chercher au début, quoi. Donc en gros, voilà, c'est ça, c'est pour ça, c'est un peu effectivement du vocabulaire, mais c'est pour ça qu'on parle maintenant plutôt de sélection collaborative. Et alors du coup, au réseau, là sur l'exemple du blé, jusqu'à présent, donc ça a commencé pour refaire l'historique. Je ne suis pas mieux placé pour le faire en détail, mais je peux le faire à partir du moment où ce travail rassemblait déjà un certain nombre de fermes. Il y a eu des embryons de discussion avec la recherche, des débats individuels ou collectifs qui ont abouti vers 2010 à la mise en place d'essais de croisement de blé. Donc de croisement de populations de blé, de certaines lignées anciennes, voilà, de croiser différents types de blé et de voir ce que ça donnait, notamment chez Jean-François Berthelot dans le sud-ouest.
Et après, ce travail-là a été diffusé plus largement en France. Et donc, la principale interlocutrice au début à l'INRA était Isabelle Gaudringer, qui est directrice de recherche en génétique des populations. Et l'idée était voilà, de diffuser ces variétés, de pouvoir les observer sur différentes fermes, et avec un travail sur 2 axes. C'était de mettre en place des outils et une méthodologie qui permettent de faire ce travail-là collectif directement sur les fermes, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément faire à la base, et qui ne peut pas reproduire la méthodologie qui existe dans la sélection classique. Donc il y avait l'idée de mettre en place ces méthodes et ces outils, et puis d'avancer sur les connaissances de la gestion vraiment de la diversité en réseau, de la gestion de ces populations. Et c'est par exemple ce que j'expliquais tout à l'heure, de réponse à la sélection. Si je sélectionne sur la verse, est-ce que mon blé, les années suivantes, il ne va plus verser? Toutes ces questions d'adaptation et d'interaction entre la plante et l'environnement, auxquelles on ne savait pas forcément répondre, ou en tout cas on avait des réponses intuitives, et où il y avait l'idée de pouvoir avoir peut-être le bénéfice des instruments scientifiques pour mesurer ces questions-là. Si jamais il y a des trucs qui ne sont pas clairs, vous me dites, mais de toute façon on va prendre un temps après pour discuter plus, en débattre, mais si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Pardon. Moi, il y a un truc qui me semble difficile, c'est comment vous arrivez à mettre ensemble des objectifs, vous, Semences Paysannes, votre réseau, avec l'INRA ou d'autres centres de recherche, où les objectifs sont quand même très différents, surtout au niveau recherche, au niveau des semences. Ça a presque rien à voir. Vous êtes au niveau de la diversité, biodiversité, etc., croiser les liens, alors que le catalogue officiel, tout être inscrit, il faut l'homogénéité, il faut la stabilité, il faut la distinction. Donc là, j'ai du mal à comprendre. Ouais. Comment ça peut marcher? Il faut peut-être préciser qui est Isabelle Gaudringer, son unité, parce que sinon on ne sent pas. Oui, justement, c'est que effectivement j'aurais pu le dire avant. Donc là, l'exemple que je cite de ce travail sur les blés, c'est une équipe de recherche qui s'appelle Diversité, Évolution et Adaptation des populations, qui sont généticiens, qui sont à l'INRA du Moulon, donc qui est historiquement le département d'amélioration des plantes, là où ont été créées les variétés de l'INRA, etc. Mais qui sont une équipe très particulière qui, eux, font de la génétique, de la statistique, etc., mais s'intéressent justement aux populations et aux questions de dynamique. Donc, j'aurais dû le dire sur l'aspect collaboratif, c'est que ça a pu se faire, ce croisement d'objectifs et ce travail, parce que d'une part, il y avait des réseaux paysans qui se disaient oui, on veut travailler avec la recherche, malgré son lourd passé, on va dire. Mais de l'autre côté, il y avait aussi des chercheurs qui ont dit nous, on a envie de faire ce travail-là avec des paysans, et c'est un peu des ovnis dans leur équipe, en tout cas dans leur département, parce qu'effectivement, ce Pierre, avec qui on a beaucoup travaillé, qui maintenant travaille au réseau Semences Paysannes, et qui a fait sa thèse dans ce département-là, donc beaucoup sur ce travail sur les blés, a été le seul, je pense, dans sa génération de thésards à avoir des réunions 2 fois par an avec des paysans, à aller sur des fermes, faire des visites, des choses comme ça. C'était pas du tout pensable pour tous ses collègues qui avaient des thèses cofinancées par le privé sur des programmes de sélection très carrés. Donc là, c'est vraiment aussi parce que voilà, les différents partenaires étaient ouverts à cet échange-là et à prendre le temps de ces échanges-là, à dire ça va pas être facile, ça va aller doucement, mais ça vaut le coup de tenter. Et sur l'aspect variété, j'y reviendrai plus tard, c'est que pour l'instant, les variétés qui ont été sélectionnées dans le cadre de ce programme, elles ne sont pas commercialisées au catalogue, etc., ça c'est sûr, mais par contre, c'est pas encore clair le devenir juridique qu'elles peuvent avoir, quoi. C'est que c'est des choses qui techniquement sont très satisfaisantes, je vais y revenir, mais c'est pour l'instant derrière comment les diffuser,
c'est encore quelque chose de fou, quoi. J'ai une question, peut-être tu vas en parler plus tard, mais je me demande comment ils font pour avoir des sous, ces chercheurs-là qui ne sont pas comme les autres. Les sous qu'ils ont, ils les utilisent pour ça. Est-ce qu'ils ont obtenu des projets ANR? Est-ce que c'est sur... Non, l'essentiel des financements qu'on a eu, on a eu un financement DRG au début, mais parce que c'est l'histoire de la charte qu'a présentée Yann. Donc la conservation des ressources génétiques in situ n'était pas à l'ordre du jour en France. La seule chose qui se faisait, c'est une expérimentation de conservation dynamique, mais dans des parcelles d'essai, pas du tout chez les paysans. Donc il y avait une chercheuse en France qui avait ce boulot, c'était Isabelle Gouranger. Quand on l'a rencontrée, on avait vu qu'on travaillait un petit peu sur un genre de truc. Après ça, on a eu essentiellement des financements européens. C'est-à-dire qu'on a eu des financements européens, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, de Pharmaceutical Opportunities, qui lui avait plus un objectif réglementaire. Les autres financements européens, c'est lié à la bio. Tous les programmes européens qu'on a, c'est des partenariats, Semence Bio. Le premier qu'il y avait eu, c'était le bac pour la région d'Aquitaine et Naïs, et puis après, maintenant, c'est les gros programmes qui financent l'essentiel de ce travail. Et après, des financements franco-français, c'est des fondations privées, la Fondation France, des trucs comme ça. Mais on n'a pas de financement NR sur ce genre de travail. Non, la recherche institutionnelle, elle finance uniquement les salaires des postes de l'INRA qui sont des titulaires, quoi. En gros, Isabelle est directrice de recherche, donc effectivement, elle a un salaire qui bénéficie à ce travail-là. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de financement spécifique. Et pour la thèse de Pierre, c'était le programme européen qui l'a financé? C'était le programme européen, principalement Solidam, donc, qui était des solutions pour des plantes à faible intrant, et enfin pour des systèmes, solutions de sélection pour des systèmes à faible intrant et en bio, quoi. Là, il faut quand même dire que c'est le résultat du travail syndical, puisque si on a eu ce financement et qu'on a amorcé les crédits à l'Europe, c'était lors d'un événement qu'on avait au Parlement européen. C'est au moment de l'entrée de la Roumanie dans l'Europe, on avait fait un truc sur les semences, et l'entrée de la Roumanie, où il se trouve que la DG Recherche de l'Europe et la DG Prospective, qui doivent préparer les politiques publiques de demain, ils sont toujours à l'affût des gens qui ont un petit peu des idées nouvelles. Et donc moi, ils m'ont demandé, il m'a dit, demain, il me faut le contenu d'un appel à projet. Je lui ai fait 4 lignes, il a foutu l'appel à projet, il nous a fait le projet. Mais s'il n'y avait pas eu de la conf, le CVC, etc., on n'aurait jamais eu tous ces financements. C'est pour ça que c'est pas du tout séparé du travail syndical, quoi. Parce que la reconnaissance scientifique, on est malheureusement dans un monde où c'est le préalable à la décision politique. J'ai juste une question au niveau législatif. Quand on travaille avec des semences paysannes, des semences qui ne sont pas inscrites dans le catalogue, est-ce qu'on peut les cultiver? Est-ce qu'on a le droit de les cultiver et on a le droit de vendre les récoltes? Oui. On a le droit de les cultiver, de vendre la récolte, de la transformer en farine, dans le cas du blé, ou d'échanger les semences. La seule chose qu'on n'a pas le droit, c'est de commercialiser les semences. Ok. Pour de la semence. En tant que semence, oui. Pour un exploitant agricole. Oui, pour un exploitant agricole, pardon. On n'a pas eu des cas d'application, c'est pas encore passé en deuxième lecture au Sénat. Il y a un article de loi qui a été voté à l'Assemblée nationale disant qu'il n'y a plus besoin d'autorisation pour la vente de semences à des non-professionnels. Ce qui jusqu'à maintenant était les jardiniers amateurs. Donc maintenant c'est dans la loi. Nous on le faisait, on disait que la loi le permettait, mais ce n'est pas encore voté en deuxième lecture. Donc c'est pas encore dans la loi, et le jour où ce sera dans la loi, il y aura des décrets d'application. Enfin, Biogerm ou Germinance, quand on achète des semences chez eux, ils sont censés ne pas vendre aux agriculteurs, en fait, pour un usage commercial. Non. Le catalogue concerne
uniquement la commercialisation de semences par leur culture, ni leur usage. L'usage, c'est la culture. Donc, il y a un catalogue amateur où il est dit que tu peux inscrire sur le catalogue amateur des variétés destinées aux jardiniers amateurs. Tu peux. Le catalogue général, lui, est limité à la commercialisation de semences en vue d'une exploitation commerciale de la semence. Ouais, donc c'est l'information que tu donnes à l'acheteur. L'acheteur, il en fait ce qu'il en veut. Si tu écris sur ton étiquette en vue d'une exploitation non commerciale ou pour un jardinage amateur, mais jusqu'à maintenant, il y en a un certain nombre dans Biogerme ou surtout au pays qui fait ça. Ils n'arrivent pas à le coincer au tribunal, quoi. Ils n'ont jamais été jusqu'au bout de le coincer au tribunal, puisque dans le texte européen et dans le texte français, c'est bien écrit vente de semences en vue d'une exploitation commerciale. Moi, je dis que je les vends en vue d'une exploitation non commerciale, je ne suis pas obligé d'être au catalogue. Ensuite, un mec qui vend quelque chose n'a pas le droit de demander à celui qui achète ce qu'il va en faire. Il est obligé de lui donner une information loyale. L'information loyale, c'est je te vends un truc qui ne correspond pas au standard de l'agriculture professionnelle. Point à la ligne. Et après, celui qui l'achète, il en fait ce qu'il en veut. Et celui qui l'achète, il en fait ce qu'il en veut. Tout agriculteur a le droit de faire de la sélection. Et quand tu fais de la sélection, tu as le droit d'échanger des ressources génétiques qui ne sont pas inscrites au catalogue pour faire de la sélection. La seule chose, si tu dis j'ai acheté telle variété au Biogerme qui est inscrite au catalogue, c'est l'amateur ou autre, et que tu vends ta récolte sous le nom de la variété, là il y a un problème. Puisque tu n'as pas fait de la sélection, puisque tu le vends sous le nom de la variété. Si par contre tu achètes des semences au Biogerme et puis que tu fais ou que tu ne fais pas un travail de sélection, mais que tu le vends avec un autre nom, c'est une autre variété, donc tu as le droit, toi, de sélectionner tes semences et de vendre ta variété. Du moment que ce n'est pas des OGM ou que tu respectes les règlements sanitaires et tous les autres règlements. Mais au niveau du catalogue, nous on nous dit que c'est pas vrai, mais ça fait 10 ans qu'on fait ça et on n'a pas eu un seul procès. Les cocopénistes, eux, ils ne sont pas défendus avec ces arguments-là. Eux, ils ont dit on ne veut pas de réglementation. Bon, ils ont un procès et ils ont été condamnés. Ils n'ont pas payé l'amende, ils la paieront jamais. Nous on a dit non, on a des arguments. Soit on échange, on fait ça dans le cadre de la recherche de la gestion numérique. Les semenciers font pareil. Soit on vend, si on vend en vue d'une exploitation non commerciale. Puis point à la ligne, celui qui l'achète, c'est ce qu'il en veut. On n'a jamais eu de procès. Au point que maintenant, ils viennent de voter un article de loi en disant que si c'est pour une exploitation non commerciale, il n'y a pas d'autorisation préalable. On verra ça. Donc c'est ça qui a fondé un petit peu le travail du réseau. Le droit, c'est pas ce qui est écrit. Le droit, c'est l'interprétation de ce qui est écrit aussi. Et l'interprétation de ce qui est écrit, c'est pas quelque chose de rigide, c'est le résultat d'un rapport de force. Et là, de manière très claire, quand le réseau de la Conf, et surtout à l'époque c'est la Conf et Nature et Progrès et quelques personnes à la FNAB ont pris la décision de dire publiquement, nous, en tant que syndicat agricole ou gestionnaire de mention bio, on dit au pouvoir public, on défendra les paysans qui échangent des semences. Mais à partir de là, les contrôleurs, ils sont comportés de manière différente. Et quand on leur a sorti les arguments juridiques, ils sont partis. Donc voilà, c'est pas un truc rigide, le droit. Nous, on est acteurs du droit, sur le terrain. Je vois que tu fais oui, en tant que faucheur. Oui, c'est très bien. Et c'est pareil que les faucheurs. Donc c'est important, quand on vend de la semence à quelqu'un d'autre ou là, on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle va devenir dans ses conditions de travail, donc il faut faire de la sélection et un travail de recherche. Que lui, en fait, il va quand même en vendre du produit de sa semence. Ce qu'il faut pour être protégé, en tout cas pour le moment, il est de bonne idée de ne pas écrire le nom de la variété. C'est ça. Alors, ça, c'est si par exemple, tu achètes un Lionel Pays, qui par exemple vend des semences qui sont inscrites dans aucun catalogue, et que tu habites à l'autre bout de la France. Maintenant, tu as un autre cas, et là, c'est peut-être, je laisserai Alexandre développer ça. Marie, ils sont sur l'oignon, comment il s'appelle ton oignon?
Donc, par exemple, une variété locale. Une variété locale, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la conservation de ressources génétiques à la ferme, dans le cadre d'une gestion dynamique. Bon, mais pour ça, vous êtes bien obligé d'échanger. Et là, vous faites bien la conservation de la variété, donc vous vendez en revendiquant la variété. Ce n'est pas de la sélection, c'est de la conservation de ressources génétiques sous forme de gestion dynamique. Oui, je l'écris bien parce qu'après, je ne me rappelle plus, excusez-moi. Mais je laisse l'accent parce que sinon, il n'y aura plus le temps de... Et vous en faites, vous, de la gestion dynamique aussi. Oui, bah, du coup, justement, c'est ça, simplement. Et après, qu'est-ce que... L'exemple, l'autre exemple, je ne l'ai pas dit au début là en amont sur le fonctionnement global, mais nous, toutes les semences qui sont échangées dans le réseau de l'ARDEAR, si je continue sur l'exemple du blé, c'est des variétés qui ne sont pas inscrites au catalogue. Il y a des variétés qui sont des populations, des variétés de pays, voilà, des populations diversifiées. Il y a des lignées anciennes du début du siècle, mais tout ça, c'est échangé. En l'occurrence en petite quantité pour faire des petits essais, puis après les gens multiplient chez eux. Mais ça, le choix de petites quantités, c'était pas uniquement pour dire bon, on est dans un cadre d'expérimentation, de conservation, donc on ne peut pas échanger de tonnes. C'était aussi pour se protéger, et j'y reviendrai là-dessus, pour servir de filtre un peu, parce que ce qu'on s'est rendu compte après, moi j'étais pas là au début, mais j'ai l'impression qu'on s'en est rendu compte plus tard, que ça faisait un bon filtre par rapport à une sorte d'opportunité commerciale, quoi, de gens qui venaient en disant bah, ça a l'air pas mal vos trucs, donnez-moi 200 kilos et, pour mettre dans le semoir. Et en l'occurrence, on ne les avait pas à disposition, ces 200 kilos, donc si on leur disait bah, non, on vous donne tant et vous testez d'abord, c'était aussi pas que pour des raisons réglementaires, c'était aussi pour dire commence petit, notamment parce qu'il y a eu des cas de gens qui ont commencé avec 3 semoirs, une variété qu'ils n'avaient jamais vue et qui fait 10 quintaux pour du blé, alors qu'ils avaient l'habitude d'en faire 40, et puis après, bah, du coup, ils ne sont jamais revenus nous voir, donc personne n'était content, quoi. Mais en tout cas, nous, tous les échanges qu'on fait, ils sont totalement publics, légaux, enfin publics, annoncés. Derrière, les gens utilisent ces variétés, et là-dessus, il n'y a aucun problème, quoi. Et si tu permets, Alexandre, le point de vue plus médical aussi, on a vraiment un problème même en internat qu'on fait. Tu vends ta récolte 4 fois plus cher si tu la vends comme semence, en moyenne. C'est-à-dire, tu vends à 400 € la tonne, il n'y a pas de problème. Ce que tu vends à 100 € si tu vends du blé. Donc l'opportunité de dire, moi je vends des semences paysannes, de vendre la totalité de ta récolte en semences paysannes que tu es allé pomper dans les réseaux de travail du réseau, nous on ne tient pas trop à ce que ça se développe. Parce qu'en plus, au niveau réglementaire, c'est même pas dit que nous on défende ce genre d'options. On veut pouvoir diffuser nos semences, je reviendrai tout à l'heure, on parlera du TPS, mais on ne veut pas non plus que n'importe qui vende n'importe quoi. Sous prétexte que regarde, c'est joli, c'est paysan, on est pour la gestion du marché, c'est comme problème. Donc ce filtre-là, si tu veux, a aussi un objectif de protection de notre travail, pas uniquement Mais ça, je pense qu'on va y revenir à la fin. Je termine sur les aspects plus de comment fonctionne le programme de sélection, et puis après, il y a les enjeux derrière, effectivement. Là, du coup, ouais, pour en gros, un des principales caractéristiques un peu de ce travail-là et de cette sélection collaborative, et tous les autres exemples, je pense, qu'il commence à y avoir dans le réseau aussi, c'est un peu ça. C'est qu'on travaille avec des populations. Ça, c'est la première chose, donc une diversité génétique, et qu'on n'est pas dans le schéma homogénéité, supposée stabilité, mais on est vraiment dans rechercher de la diversité, de l'hétérogénéité, de l'adaptation, de la résilience, donc travailler avec des populations. Et dans la construction, donc comme j'ai expliqué avant, et la dernière chose, c'est la question de la décentralisation. Et ça a un intérêt, et notamment ça a aussi joué au niveau scientifique sur les questions de trouver des variétés adaptées à l'agriculture bio en particulier. C'est du coup là le schéma pour expliquer un petit peu. En bleu, là vous avez les différences de potentiel d'environnement suivant vos fermes. Donc c'est pas une ligne concrète, hein, mais c'est symbolique. C'est voilà,
qu'il y a des fermes en haut de la bosse qui vont avoir un potentiel quand même plus intéressant que d'autres. Et sur la gauche, donc c'est la sélection classique. En gros, le modèle avant, il était celui-là, quoi. C'est que les variétés, vous voyez les points verts là, c'est un gros point vert, donc elles sont performantes. Mais elles sont performantes parce que de toute façon, l'environnement était un substrat qu'on adaptait dans le modèle jusqu'à maintenant, qui est encore, je parle au passé, mais c'est quand même encore le modèle dominant. C'est que le contexte est un substrat qu'on adapte. Et donc à la limite, les décalages d'environnement, ça a peu d'intérêt. Donc dans ce cas-là, en fait, les plantes, elles sont sélectionnées. Ça a peu d'intérêt, je caricature un peu, hein, mais en gros, sur de la sélection classique, il va y avoir deux stations deux plateformes expérimentales, une au nord de la Loire, une au sud de la Loire, et puis voilà, quoi. Ça fait deux climats différents, et point, quoi. Et que dans la réalité, sur la droite, dans la réalité en tout cas des fermes de nos réseaux, on n'adapte pas l'environnement avec des béquilles chimiques. Il y a des gens, nous, qui quand même qui sont en polyculture élevage et qui notamment peuvent avoir des apports d'azote assez importants. Il y a des gens qui irriguent aussi. Mais globalement, en tout cas, l'objectif affiché n'est pas de dire on va avoir les plantes les plus performantes et leur donner à manger pour qu'elles produisent le plus, quoi. C'est plus de dire bon, bah, on a un contexte à leur offrir, on va essayer d'équilibrer et de trouver un optimum par rapport à ça. Et donc, à partir de là, il faut, du coup, la méthode de sélection classique, elle est plus du tout adaptée, en fait. Plus adaptée à ce que vont donner les plantes sur les fermes. Et ce ce qu'aurait tendance à répondre, moi, que j'ai entendu, mais pas de la part de chercheurs, donc je ne sais pas ce que diraient des généticiens classiques, mais en tout cas de techniciens, etc., ont tendance à dire, oui, d'accord, mais alors votre modèle, c'est pas du tout sérieux, et c'est pas scientifique, c'est pas rigoureux, puisque de toute façon, c'est des... Voilà, avec tout un tas de mépris autour, vu que de toute façon c'est des paysans, on ne sait pas trop ce qu'ils font de leurs essais, et il n'y a aucune rigueur de travail, et donc les résultats ne sont pas valables. Mais en fait, donc déjà on a besoin de faire ce travail décentralisé, étant donné qu'on a des contextes qui sont très différents, en multipliant ces contextes pour faire des essais, plus on multiplie ces contextes, plus on a des retours importants à croiser. Et en fait, ça, c'est simplement une question de méthodologie, mais qui est totalement, y compris d'un point de vue scientifique dur, quoi, on va dire, d'un point de vue statistique, est totalement surmontable en ayant des protocoles et des méthodologies adaptées. Dans le cas là du blé, ça a été de mettre un témoin sur chaque plateforme d'essai. Voilà, il y avait un témoin qui se répétait, qui était une répétition de ce témoin. Donc ça, c'est des protocoles expérimentaux. Si vous mettez une variété qui est le témoin et qu'elle est répétée, on peut comparer de manière statistique ce qu'elle va donner dans une ferme et dans une autre, et à partir de cette comparaison, comparer les autres variétés entre elles. En disant, voilà, j'ai mon témoin dans la ferme d'un tel, à tel endroit de la parcelle, il était haut en paille, à tel autre endroit, il était haut en paille, on mesure tout ça, on compare avec une autre ferme. Et ça, on a des méthodes statistiques vraiment pour ajuster tout ça, avoir des résultats tout à fait classiques, quoi. C'est même pas vraiment de la recherche classique. Il suffit d'avoir les outils nécessaires et puis aussi de multiplier le nombre de fermes appliquées. Donc ça, c'est ce qui s'est fait depuis 2010. Là, en 2015, il y avait, je pense, plus de 50 ou 60 fermes qui participaient. Je reste sur 2015 parce que qui participaient à ce programme de recherche avec ces mêmes protocoles de recherche sur toute la France, quoi. Dans, je pense, au niveau des associations régionales, ça doit représenter 6 ou 7 associations régionales. Du coup, voilà, ça faisait vraiment beaucoup de monde impliqué. Et ça, plus il y a de fermes différentes, plus il y a de données à croiser, et plus, y compris statistiquement, justement, le travail il est rigoureux, quoi.
Donc ça, voilà, jusqu'à 2015, ce que j'ai pas dit, c'est intéressant par rapport à cette question de devenir des variétés. C'est que le premier travail, il a été de brasser cette diversité en utilisant notamment la méthode de croisement et aussi des mélanges. En se disant, bah voilà, on va essayer de voir, de créer des variétés, de les suivre sur plusieurs années, de les faire circuler en France, de voir comment elles réagissent pour avoir des données un peu agronomiques sur ces variétés. Mais finalement, les questions qui se posaient n'étaient pas seulement des questions de création variétale. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait suffisamment de variétés sur leur ferme, des variétés anciennes, des populations qui les intéressaient, qui correspondaient à leurs besoins, mais où en fait ce qu'ils recherchaient dans le partenariat avec la recherche, c'était plutôt des réponses à des questionnements de recherche, et pas une création variétale à diffuser, quoi. C'était plutôt évaluer une différence entre les populations, d'avoir un peu aussi un retour chiffré là-dessus. Ce que je disais tout à l'heure, la réponse à la sélection, j'ai pris l'exemple de l'averse, mais ça s'est fait sur tout un tas de choses petit à petit là, pendant ces plusieurs années de recherche. Au fur et à mesure, il y a eu une mise en place d'outils méthodologiques, avec plusieurs thèses de doctorat là-dessus, et notamment la thèse de Pierre qui a fait ces petits schémas là, et qui maintenant travaille au réseau Semences Paysannes sur ces questions de recherche collaborative. Et du coup, il y a eu cette mise en place d'outils, mais ces outils, ils n'ont pas été mis en place un peu dans le vent, ils ont été mis en place avec un support sur le terrain qui était tout un tas de questions de recherche. Voilà, il y a eu, je pense, cet exemple-là qui est intéressant de réponse à la sélection. Un tel se demandait, voilà, moi j'aimerais bien, moi en général je fais un travail de sélection sur mes parcelles, sur mes micro-parcelles d'essai, je vais garder que les épis rouges parce que cette variété je préfère les rouges, mais je suis pas certain en fait que ça serve à quelque chose, quoi. Et du coup on s'est dit ok, on le met en place, donc tu sélectionnes les épis rouges, puis l'année d'après tu ressèmes ta même parcelle en vrac, donc le tout venant, quoi. Puis à côté, tu ressèmes que les épis rouges que tu as sélectionnés. Et puis on fait ça pendant 3 ans, puis on regarde qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que ta pression de sélection, entre guillemets, est-ce qu'elle a eu un impact concret, à quel niveau, est-ce que ça correspond à ce que tu souhaitais faire. Voilà, ça a permis d'apporter un certain nombre de réponses qui n'étaient pas forcément simplement créer des variétés collectivement et ensuite les diffuser, quoi. Même si dans le cadre de ce programme, il y a eu pas mal de variétés qui ont été créées dans le cadre de ce programme, quoi. Et ça, c'est un peu la mise en place de méthodologie. Ça a été... voilà. Vraiment, l'idée, c'était de mettre en place, entre guillemets, une routine que tout le monde qui a envie de le faire puisse faire de la sélection collaborative comme ça, et les outils pour le faire, pour répondre à tout un tas de questions. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais l'idée c'est que si demain, nous en Rhône-Alpes, on veut travailler sur telle question, et qu'il y a, je sais pas, quelqu'un qui fait une thèse dans l'équipe d'Isabelle qui est intéressé par les mêmes questions, bon ok, on a tous les outils, on met ça en place, et du coup, on fait de la sélection. Donc c'est ça, en bas là, ce que vous avez, c'est vraiment ce qui se passe au quotidien, quoi. C'est qu'on travaille en réseau, on va chercher toujours des nouvelles variétés, on les échange, ça change pas. En face, les gens, ce qu'ils font, en fin de compte, c'est qu'ils produisent, parce que personne dans le réseau fait ce travail simplement pour la beauté du geste, quoi. Quand même, les gens derrière, c'est pour produire des céréales, dans le cas des céréales. Et puis à côté de ça, on peut faire de la sélection agronomique parce qu'on a les outils pour, donc dire tiens, on va travailler sur ça, sur la question de la réponse à la sélection, travailler sur l'averse, travailler sur je sais pas quoi d'autre. Et puis en face, j'en ai pas trop parlé, mais on fait aussi de la sélection organoleptique. En tout cas, on fait de la recherche sur, derrière, essayer de voir au niveau des aspects gustatifs du pain, est-ce que les variétés ont un impact, est-ce que l'interaction entre variétés et environnement, ça a un impact sur le goût du pain. Là, pareil, c'est des choses qui vont lentement, parce que ça demande, il y a énormément de facteurs, mais ça permet de mettre en place un peu de dispositifs qui permettent de faire ça. Et en haut, là, il y a évaluation de bilan. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup plus récemment.
où il y avait eu donc tout ce travail de sélection, de mise en place de méthodologie, et l'idée c'était, notamment sur ces variétés qui avaient été créées dans ce travail, de pouvoir avoir un retour concret, une évaluation vraiment à un instant T, de dire qu'est-ce qu'elles valent ces variétés, et aussi sur ce que je disais tout à l'heure de reconnaissance institutionnelle, se dire là, on met en place un protocole cadré sur 2-3 ans, et puis derrière, comme ça on aura des résultats, on pourra en parler, on pourra essayer d'expliquer ce travail-là. Donc ça s'est fait sur 6 fermes, avec... il y avait 10 populations qui étaient issues de ce programme. Mais quand je dis issues de ce programme, il y a des populations, c'est simplement des mélanges dynamiques de variétés de pays. Il y en a d'autres, c'était des croisements qui ont été réalisés par des paysans du groupe. Il y en a d'autres, c'était des sélections réalisées par des paysans du groupe, des sélections dans une population. Ouais, à peu près, voilà, c'était ces types-là de populations, enfin de variétés. Et donc ce bilan, là, il se termine, et l'idée, c'était d'avoir vraiment plus de résultats un peu plus costauds sur quelques variétés, et de dire, voilà, on a fait ça, il y a ces variétés-là qui en sont ressorties, voilà ce qu'elles donnent, d'avoir des idées sur des aspects quantitatifs de rendement, de poids de mi-grain, des éléments comparatifs. Et ça, c'est des choses qui sont importantes en termes de diffusion, quoi. C'est de temps en temps, on fait ce travail, mais si on est trop dedans, en fait, à l'extérieur, finalement, les gens ne comprennent plus rien à ce qu'on fait. Et du coup, de pouvoir faire ce genre d'évaluation en disant, là, maintenant, on se pose 5 minutes, on regarde ce qu'on a fait, on voit les résultats, et puis on peut aussi en parler autour de nous et expliquer un peu l'intérêt de ce travail. Après, alors ça c'est un point de vue, c'est un peu mon point de vue, mais c'est un peu un constat par rapport à ce travail-là. C'est que je disais dans l'évaluation bilan notamment, on a des variétés qui, suivant les contextes, tiennent bien la route, répondent à des attentes. On a tout un tas de résultats quantitatifs, mais moi l'impression que j'ai, et après, voilà, je pense qu'il y a d'autres points de vue aussi, c'est que finalement, les résultats eux-mêmes ont peut-être moins compté que le processus et la démarche elle-même. Que finalement, la plupart des gens qui ont participé à ce travail-là, ils ont participé vraiment pour la démarche elle-même et pour la construction du processus, moins que pour caricaturer, les petits tableaux à la fin de l'année en se disant tiens, telle variété a donné ça, tac tac, maintenant j'ai mes chiffres. Même si ces résultats-là, ils étaient importants, c'était une demande de départ et ils sont utiles et les gens s'en servent pour continuer leur travail, pour dire l'année prochaine j'aimerais bien trouver une variété, je vais regarder chez un tel, ça a donné ça, tiens peut-être que je pourrais en discuter avec lui. Mais moi mon impression c'est que ça a servi aussi de support, que les résultats quantitatifs et que ces objectifs-là, ils ont aussi servi de support à simplement pouvoir s'asseoir autour d'une table. En l'occurrence, ça ne soit pas souvent autour d'une table dans l'année sur ce travail-là, mais en tout cas de se retrouver et de confronter ces objectifs scientifiques, les objectifs paysans, de les mettre en débat, de voir ce que ça donne dans les champs, et ça sert de support aussi à ce travail collectif, quoi. Et voilà à peu près, du coup, là, on pourra en discuter là après si vous voulez plus de détails sur comment ça se passe dans les champs, quoi, ce travail de sélection. Après, simplement, moi je voulais revenir avant de terminer parce que je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect d'opportunité commerciale là. C'est un exemple parmi d'autres, mais du coup c'est de poser les objectifs en amont, ce genre de travail, parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux vraiment très forts autour de ça, qui sont pas évidents. Donc en fait quand ce travail-là il a commencé, c'était
pour resituer le contexte, c'était pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui. C'était il y a une dizaine d'années, donc tout le travail il a démarré pour le coup sans avoir rien de posé par écrit, parce qu'il y avait des relations de confiance qui se sont construites petit à petit entre des chercheurs et des paysans. Mais aujourd'hui, moi, mon impression, c'est que les choses, elles se posent de manière très différente. À cette époque-là, enfin en tout cas quand l'Ardéar a commencé à travailler sur les blés, c'était quelque chose quand même d'assez marginal. On n'avait pas forcément de demande de partenariat extérieur, de gens avec qui on n'aurait pas forcément les mêmes objectifs ou les mêmes bases politiques derrière. Que maintenant, pour avoir vu plus récemment autour de nous des groupes démarrer, là en 2014-2015, immédiatement, ils se retrouvent avec des demandes de filières de commercialisation, d'entreprises privées qui sont intéressées par ce travail-là, de chambres d'agriculture qui veulent savoir ce qu'ils font, quels résultats, est-ce qu'ils peuvent le faire en partenariat, même tout un tas d'acteurs qui n'ont plus rien à voir avec le petit cercle qui existait avant. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que ça prouve que ce travail-là, il interpelle en tout cas du monde de manière beaucoup plus large. Mais par contre, ça demande de poser des bases de manière beaucoup plus formelle que quand on était dans des réseaux informels de confiance où les gens se connaissaient. Que là, maintenant, c'est plus possible de démarrer ce genre de travail-là en se disant, bon, bah ok, on fait comme ça, puis on verra bien quoi. Et ça se pose à différents niveaux. Donc on le disait tout à l'heure sur l'opportunité commerciale, il y a des histoires de modes de variétés anciennes, de sans gluten aussi, qui, si je continue sur l'exemple des blés, de mode du sans gluten, et donc par extension de faiblesse en gluten, ou de choses comme ça, qui intéressent beaucoup de gens, et pas forcément des gens que fréquentables. Donc ça peut poser des questions. Sur l'opportunité commerciale, il y a un exemple très très célèbre. Je regardais l'autre jour le tarif de sa farine d'un boulanger célèbre du sud-ouest de la France, c'est un de tes voisins je crois, qui vend de la farine de variété paysanne 5,60 € le kilo de farine. Bon, ça varie beaucoup d'une région à l'autre, mais en Rhône-Alpes c'est plus cher, c'est 1 € de plus que ce que les gens vendent le pain en général. Du coup, voilà. Donc il y a quand même vraiment au niveau commercial tout un tas d'enjeux autour de ça qui demandent à poser en amont certaines bases. Et puis il n'y a pas que des enjeux commerciaux, on va dire en aval, quoi, sur la distribution, sur les produits issus de ces variétés-là. Il y a aussi des enjeux, je pense que vous en avez parlé hier, de brevetage. Et ça pose la question très large et très compliquée de production de données, et notamment de qu'est-ce qu'on produit comme données et à qui on les donne et de quelle manière on les diffuse. Et finalement, du coup, tout ce travail-là, j'ai l'impression que voilà, le gros enjeu, il est sur cette partie-là, parce que ça a pris du temps, mais ça a plutôt bien marché de mettre en place des outils et des méthodes pour travailler ensemble entre chercheurs, associations, paysans sur le terrain, et qu'en interne, oui, il y a plein de choses intéressantes qui ressortent, il y a plein de discussions qui ressortent, mais par contre, les grosses questions, elles se posent à ce moment-là. Là, avec quelques années de recul sur le blé, on peut se dire, oui, on a des variétés qui sont des variétés vraiment intéressantes en tant que telles. On a des résultats de recherche qui sont des résultats intéressants en tant que tels. On a des outils, des bases de données qui sont des outils puissants. Mais la question c'est, est-ce qu'on veut les diffuser à un large public, ce qui pourrait être l'idée de dire, voilà, on a montré que ce travail il est pertinent. Maintenant, il faut qu'on en parle autour de nous, de dire, voilà, on a mis en place une méthode de sélection qui n'est plus la sélection pyramidale hiérarchisée qui existe dans le modèle dominant,
qui fonctionnent scientifiquement, qui fonctionnent dans les fermes. Donc on aurait tout intérêt à dire, bon bah voilà, il faut qu'on en parle, et aussi qu'on diffuse les variétés elles-mêmes. Sauf que, ce que je disais tout à l'heure sur les variétés qui sont issues de ce programme, bah, juridiquement, alors là, qui sera plus calé que moi pour en parler, mais on ne sait pas pour l'instant comment pouvoir faire que ces variétés se diffusent plus largement sans qu'il y ait un risque d'accaparement entre guillemets de ces variétés, et notamment de dépôt de brevets sur certains caractères par d'autres. On sait à peu près dans le réseau que ces variétés, si on les diffuse comme on les diffuse pour l'instant, ça marche très bien. Elles ne sont pas uniquement, la plupart des variétés de ce programme, aujourd'hui, elles ne sont pas uniquement cantonnées aux... Si je prends l'évaluation qui a eu lieu ces dernières années, là, les 10 populations que je disais, elles ne sont pas cantonnées à ces fermes-là. Il y a de plus en plus de fermes en France qui les ont, qui les cultivent, parce que les échanges se sont faits dans des réseaux de confiance, en disant bah tiens oui si je t'en donne un petit peu, puis tu la multiplies, puis de toute façon ça va évoluer, ce sera plus la même chose que tu auras chez toi, etc. Mais si demain on publie tous les intérêts de ce travail-là, et notamment des questions phénotypiques, de dire bah tiens telle variété on a remarqué sur, je parlais tout à l'heure des essais au niveau organoleptique, si on dit on a remarqué au niveau organoleptique et nutritionnel que telle variété a un goût de chocolat et qu'en plus elle est faible en gluten, comment on fait pour qu'il n'y ait pas en face des gens qui fassent du génotypage et qui utilisent nos données pour eux en fait déposer des brevets sur ces variétés. Donc ça c'est les gros enjeux. Et puis ça pose des questions plus sur le terrain de diffusion de données. Donc ça c'était pour voilà, l'exemple un peu le pire. Dire il y a des acteurs qui vraiment ont des intérêts opposés aux nôtres, notamment déposer des brevets et créer des marchés là-dessus. Mais d'une manière plus générale, ça pose la question de comment on communique, quelles données on diffuse, par rapport à qu'est-ce que ça va produire comme effet pour des nouvelles personnes qui voudraient travailler avec ces variétés. Pour m'expliquer un peu mieux, sur ce travail-là par exemple, si on en ressort, on veut synthétiser un peu, essayer de communiquer largement sur ce travail de sélection, on ressort une liste de variétés avec 10-12 variétés, avec des poids de 1000 grains, des rendements moyens, entre guillemets un petit prospectus de qu'est-ce que ce travail a donné comme variété de manière très très technique et très très agronomique. Si on n'en sort que ça, a priori, en tout cas moi de mon point de vue, les gens vont regarder dans la liste, vont se dire ah bah tiens un tel il a l'air bien, je vais essayer de m'en procurer et puis je vais semer ça. Mais il a dit le un tel, il aurait dit le Renan ou le je ne sais pas quelle variété qui est commercialisée. C'est à peu près la même chose. Donc ça, a priori, c'est pas comme ça qu'on veut communiquer, qu'en tout cas, si on diffuse les données qu'on produit dans le cadre de ce programme, l'idée c'est de pouvoir les diffuser pour que les gens qui les reçoivent comprennent aussi tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'organisation collective qu'il y a derrière, que c'est pas un travail, que la variété c'est un support, mais que finalement le résultat de tout ça, c'est pas simplement une variété qui effectivement a plus de paille, peut-être plus de goût, on ne sait pas trop, peut-être moins de gluten que du Renan, et qui est un peu plus joli, un peu plus coloré. Que l'idée c'est quand même que ça c'est un élément, mais qui est intégré dans des réseaux de travail, dans une organisation sociale particulière, avec derrière des objectifs très clairs, que je disais tout à l'heure, qui sont des objectifs partagés au sein du réseau, qui sont de trouver des variétés adaptées à une agriculture bio, paysanne, biodynamique, et de renforcer l'autonomie des fermes et aussi la souveraineté alimentaire de manière plus large. Donc ces objectifs-là, voilà, l'idée c'est, si on produit des données, comment on fait pour les diffuser, et qu'en les diffusant, en fait, ces objectifs-là, ils passent aussi, et que les gens puissent aussi
rejoindre ces dynamiques-là et pas simplement avoir des variétés qui effectivement ont plus la même tête que les variétés du commerce des années 90, mais le même mode de diffusion et le même mode de production. Ce serait ça qui serait un peu raté si on faisait ça. Donc là-dessus, on a un peu quelques pistes de solutions quand même, notamment sur protéger le travail et les données produites. Maintenant, les dernières choses, les derniers partenariats qui ont été signés avec la recherche au niveau du réseau, mais là pareil, tu me reprendras si je me trompe, mais il y a eu, ça a été aussi revu pour qu'il y ait des accords de partenariat qui soient très clairs et qui stipulent très clairement qu'est-ce que nous on apporte comme données propres, c'est-à-dire comme informations, comme semences qui appartiennent aux collectifs paysans, au réseau, qu'est-ce qui est de l'ordre des données produites dans ce cadre-là, voilà, des clauses qui permettent que si la recherche diffuse des choses, il faut que tous les partenaires soient d'accord. Si derrière il y a des acteurs privés qui veulent porter les résultats de ça, qui ne puissent pas le faire, voilà, il y a tout un certain nombre d'éléments qui peuvent être mis sur papier et ça permet en tout cas de se défendre un minimum pour que les choses se passent bien et en tout cas de poser les choses en amont avant que ce soit trop tard et que les problèmes soient là, quoi. L'idée c'est un peu ça. Ça c'est dans le contrat. Convention de recherche. Ouais. Ça s'appelle convention de recherche. Alors, si vous faites des programmes de recherche, on commence quand même à avoir un certain nombre de points particuliers sur lesquels il faut faire attention. Quand il y a des enquêtes de sociologues, et ta parole à qui elle appartient, est-ce qu'elle appartient au sociologue ou est-ce qu'elle appartient à vous? Là-dessus, on ne passe pas. Si on veut publier un résultat de recherche, le chercheur est obligé de mettre à disposition le matériel génétique qui a servi. Donc si on fait un séquençage, on peut se poser pour des levures de boulanger qui étaient tout à fait nouvelles. Si on fait un séquençage et puis qu'on publie, ça veut dire que la levure est à disposition de tout le monde et que je peux être breveté le lendemain et que donc l'agriculteur qui l'a fourni ne pourra plus s'en servir sans payer des droits de licence. Et sachez que c'est là qu'on a vraiment la différence entre le participatif et le collaboratif dans la convention de recherche. Un agriculteur seul n'a aucun droit par rapport à la publication des résultats de la recherche et à la diffusion éventuellement de matériel génétique. Si par contre les agriculteurs sont organisés collectivement, eux ils peuvent intégrer dans la convention de recherche des droits, notamment la propriété des connaissances qu'ils donnent, et on peut interdire qu'un séquençage génétique soit fait par exemple pour que soit pas mis à disposition de Monsanto ou de n'importe qui ait le brevet. Donc n'allez jamais seul dans un programme de recherche. Vous y allez seul, vous n'avez aucun droit. Quand un chercheur vient vous enquêter à la maison, si vous répondez, votre parole appartient au chercheur. Donc les connaissances que vous lui donnez appartiennent au chercheur. Si par contre, c'est dans un cadre collectif et qu'il y a une convention de recherche, il ne peut pas en faire ce qu'il en veut. Il ne peut pas publier ce qu'il veut. Donc là, on va publier, là, enfin, Pierre, je pense que tu étais aux deux journées avec Pierre. Tu viens de faire là, hier avant-hier. Mais elles ont été reportées. Mais bon, il va y avoir 2 journées de travail là, pour voir justement de publier un petit abécédaire de comment ne pas se faire. Et les chercheurs nous demandent aussi parce qu'ils ne veulent pas collaborer à nous tuer. Mais parce que du coup, ça donne une possibilité de biopiraterie. Comme on voit dans les pays du Sud, ça pourrait se faire ici aussi. Même beaucoup plus, si tu veux, ce qui est arrivé avec, comment il s'appelle, les Corbières, on peut dire son nom. Roland Feuillas. Roland Feuillas. Bon, lui, il a un marché de pain de luxe. Un marché de pain de luxe. De pain de luxe. Et bon, c'est vrai qu'il aime bien nos variétés. Pourquoi pas, il y a des agriculteurs qui en fait, ils en vendent. Il se trouve que le réseau fait vivre, pas moi, 200 ou 300 paysans boulangers en France qui ont besoin d'avoir du grain chaque année, qui ne produisent pas nécessairement tout leur grain. Là, un mec qui monte une enseigne, qui va acheter
le blé est 2 fois plus cher, une année où il en manque, ben, tu as immédiatement 20, 30 paysans boulangers qui font faillite, ou boulangers tout court, qui vivaient sur le réseau. Donc s'il n'y a pas des règles à l'intérieur du réseau, ben, c'est le plus gros qui gagne. Et nous, en général, on n'est pas tellement du côté des plus gros, on est plutôt du côté des plus petits. Donc c'est pas un instinct de propriété, c'est un instinct, c'est les droits collectifs dont parlait Bob, de protection des fermes, de protection des paysans, qui sont dans le réseau, quoi. Et c'est pour ça que cette notion de convention, de conventionnement entre chercheurs et paysans, c'est fondamental, quoi. Parce qu'on touche à tous les aspects après, là. Voilà, ça faut peut-être insister là. Et au-delà de... Il y a avec les chercheurs, mais même plus largement, de poser... En fait, poser par écrit, ça c'est sur la forme, mais en tout cas de poser dès le départ. Moi j'étais avec un groupe la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, là, qui démarre un travail sur les blés, et enfin, du coup c'était vraiment super simple la manière dont ils le faisaient. C'est qu'ils se sont dit, bon bah on prend 2 demi-journées cette année pour définir les objectifs qu'on a en commun, pour voir comment on fait, mais de manière très très concrète. Et ça, c'est important aussi vis-à-vis de, même entre paysans, en fait, de dire, bah, qu'est-ce que... Là, ce travail, ça a permis ça aussi, d'avoir des pistes de comment on construit une charte, de dire, bah, les nouvelles personnes, on accueille qui et sur quelle base. Et ça peut être très concrètement, est-ce que c'est que des gens en bio, est-ce que c'est des gens pas en bio, est-ce que c'est que des gens membres de tel réseau, est-ce que c'est des gens pas membres de tel réseau. Enfin, ça peut être voilà, plein de questions comme ça, mais qui sont pas évidentes et qui souvent... Nous, c'est notre cas, hein, on a commencé un peu sur le tas, ça a été petit à petit. Mais en fait, les questions, elles se posent quand la situation se pose. Et du coup, des fois ça passe, des fois c'est compliqué à gérer, quoi. Dans le cas de qui on accueille, mais aussi dans le cas de est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens avec qui il faut décider de ne plus travailler parce qu'on n'est plus dans les mêmes objectifs, comment on gère une situation comme ça. Toutes ces choses-là, vu l'engouement qu'il peut y avoir autour de ce travail-là, c'est important de le poser sainement, quoi, pour avancer. Et ça, moi j'ai l'impression que c'est le gros, pas retournement, parce que c'était peut-être déjà le cas avant, mais qu'on le voyait moins, mais que pendant plusieurs années, en tout cas localement, nous les gens qu'on croisait régulièrement sur des événements, dans des débats, des choses comme ça, c'était très axé sur la question, et c'était normal parce que c'était aussi à revendiquer à ce moment-là, des droits vis-à-vis de la réglementation semences, les droits des paysans, de dire bah voilà, on veut pouvoir produire ces variétés, etc. Que là où moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un changement, c'est qu'actuellement, finalement, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui voudrait nous empêcher un travail comme ça. Par contre, il y a un tas de gens qui voudraient pouvoir y participer, en profiter, et pas forcément dans les mêmes objectifs que ceux de nos réseaux, quoi. Et du coup, c'est là que ça demande de poser un cadre avec un certain nombre de remparts, en tout cas de méthodes qui permettent d'avancer sereinement. Et ça, tout ce travail de sélection, il a permis, dans les champs, c'est des variétés qui sont intéressantes, qui sont cultivées. Je pense que Chantal, il y a ces variétés chez vous. Et tu pourras peut-être en dire plus que moi, mais en tout cas, voilà, il y a un travail qui, techniquement, agronomiquement, voilà, niveau sélection, a été intéressant. Mais ça a permis, autour de ça, de poser un peu les bases de cadre et de répondre, en tout cas de tenter de répondre à des enjeux importants autour de ça, en fait de servir un peu de modèle, de dire bon comment on fait pour faire de la sélection actuellement à partir de ce qu'on sait faire nous, de la sélection paysanne sur les fermes avec des populations, à partir de ce que savent faire des chercheurs et comment ça, dans le contexte actuel, on est capable de le porter sur du blé, puis sur du maïs, sur des potagères, sur des plantes pérennes aussi, sur ce qu'on veut un peu. C'est ça le gros résultat, quoi. Une question peut-être de Béotien, mais si vous protégez les recherches, pourquoi pas déposer nous-mêmes les brevets en collectif ou autre, parce que ça n'a pas d'écologie. Ils n'ont pas fait pour nous. Bon. Si tu veux, bon,
On ne va pas déposer un COV parce que ce qu'on fait, c'est pas homogène et stable. Donc là, déjà, c'est éliminé. Mais les brevets, si tu veux, ils ne sont pas déposés. Nous, on a un ensemble, un écosystème, qui est un ensemble de plantes, il n'y en a pas deux qui sont foutues pareil, un ensemble d'individus, donc le réseau qu'il a décrit. Si tu enlèves un des deux, ça n'existe plus. Donc ça, il n'y a aucun outil de protection intellectuelle qui existe. Peut-être les dénominations d'origine, si une certaine système de qualité, tu peux arriver à mettre une partie dedans, c'est-à-dire que tu peux protéger la dénomination, mais pas nécessairement ce qu'eux ils appellent le matériel génétique. Il n'y a pas d'outil qui existe. Donc on nous vend, si tu veux, les logiciels libres avec les brevets open source. Il y en a qui aux États-Unis, bon, il y en a qui font ça, hein, les semences libres open source. Non, mais on ne va pas commencer nous, on fait un séquençage génétique de tous nos blés pour déposer un brevet sur chacune des séquences génétiques. Il faudrait 25 000 brevets par épi dans le champ, puisqu'il n'y a pas deux épis qui sont les mêmes. C'est pas du tout. Nous, c'est bien, c'est la différence, et c'est ce que dit Alexandre est important. Quoi, hein. On a travaillé pendant 10 ans pour être reconnu par le droit public, c'est-à-dire dans la réglementation officielle. Moi, depuis le début, je leur pose le problème du droit collectif et personne ne comprenait de quoi on voulait parler. Donc, moi, pourquoi je vous emmerde avec le droit collectif, c'est parce que j'ai vu comment ils travaillent dans les pays du Sud, où ils en sont à ce stade-là depuis bien longtemps. Nous, on se rend compte qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est quelles sont les règles de travail qu'on introduit pour que notre travail ne soit pas détruit par feuillasse, par brevet, etc. Ça, c'est du droit collectif, c'est pas du droit public. Le droit collectif, c'est la société civile qui construit ses propres règles et qui ensuite les fait reconnaître dans la réglementation officielle, dans le droit public. Donc cette étape-là, c'est celle qu'on commence aujourd'hui. Et je crois que c'est important, j'en profite pour vous donner la conclusion que je n'ai pas faite hier, mais ton exemple du tournesol, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on ne peut pas interdire tous les objets dans le tournesol parce qu'on n'a rien à la place. Donc si on ne fait pas ce travail que vient de décrire Alexandre, c'est pas la peine de se battre contre les OGM. Parce que y a déjà certaines espèces où il n'y a que des OGM, même s'ils sont pas étiquetés transgéniques. Donc, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Si on fait ce travail, qu'on ne bat pas les brevets, les OGM, on se fera avoir. Mais c'est pas la peine, tout ce qu'on a vu hier avec Eric, ou POF, etc., c'est pas la peine de se battre contre ces trucs-là si ce travail-là n'est pas fait. Aujourd'hui, dans l'état où on est, en France, pour continuer ce travail, il faut qu'on définisse les règles qu'on se met entre nous, qu'on appelle les droits collectifs. Vous commencez quand même dans le réseau blé, il commence à y avoir les règles à l'écrit, c'est le champ. Oui. C'est le seul réseau, hein, le réseau maïs n'a pas de charte. Et le réseau potager encore moins. Et du coup, pour rebondir un peu vers la suite de la journée, je pense que cette conclusion, ça pose un peu aussi des questions sur lesquelles il va falloir débattre. C'est quelles sont un peu les luttes à mener pour demain, et quels sont aussi les moyens par lesquels on va pouvoir protéger notre travail face aux brevets, etc., qui arrivent. Mais c'est aussi comment diffuser ce qui est fait aussi bien dans le monde paysan, mais que dans la société civile. Et on sait quand même que ce modèle qui se base sur la reconstruction de communautés paysannes, comme disait Bob hier, n'est pas forcément le modèle de tout le monde, en tout cas en Europe. Et là aussi, c'est un enjeu. Et pour essayer on me pose souvent la question de ce que c'est le RSP, comment ça fonctionne, etc. Dans la société civile, auprès des citoyens non paysans, c'est pas toujours évident de faire comprendre qu'il ne suffit pas d'aller acheter quelques semences et les semer sur son toit végétalisé. C'est pas forcément... bon. Et ça, c'est une tendance un peu lourde quand même dans les milieux engagés, un peu écolos, etc. en ville. Ça, c'est un peu des enjeux, c'est un peu des questions aussi qu'on peut se poser, quoi.